Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. L'échiquier s'intéressera ce soir à la ville de Bakhmout ou la reconquête de Bakhmout. Wagner vient de trancher et de mettre fin à la polémique et la guerre des communiqués entre l'Ukraine et la Russie. Bakhmout est bel et bien entre les mains des Russes. Wagner opérera le transfert de la ville à l'armée russe. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite des événements? Pourquoi cette ville est devenue si importante et importante pour que et comment, de quelle manière, importante de quelle manière et comment Wagner est-il devenu désormais l'allié russe des missions difficiles? Washington en colère affirme que des sanctions seront prises contre Wagner. Nous allons voir tout cela ensemble ce soir et tenter d'élucider les ondes d'ombre d'une ville libérée, mais à quel prix? Nous accompagnera donc pour ce 26 minutes Monsieur Pascal Le Potrema, historien, enseignant, chercheur. Conférencier et spécialiste des crises et conflits contemporains. Monsieur Pascal Le Potrema, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci à vous. Dimitri de Koshko sera également avec nous, il est journaliste franco-russe, il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Dimitri de Koshko, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer par le vif du sujet. Bakhmout libéré. Pourquoi Bakhmout revêt-elle cette importance pour que les deux pays s'acharnent à cela disputer, Monsieur Pascal Le Potrema? Vous savez, dans des processus d'affrontement, il y a toujours des villes symboles. Et en soi, on le voit, c'est une ville qui est au cœur d'une communication politique extrêmement prégnante, jour après jour, semaine après semaine, même mois après mois, comme on le sait, puisque c'est une zone d'affrontement effroyable depuis des mois. Et en soi, cela va de pair aussi avec des combats extrêmement meurtriers. Donc, il en va aussi, si vous voulez, de la récupération aussi en matière de symbolique quant à la prise de la ville et avec l'idée effectivement de maintenir non pas une tête de pont mais un point d'ancrage spécifique si on se place du côté russe pour éventuellement se dire eh bien voilà, on garde la région, on est dans le Donbass, on s'ancre et on tient compte du fait que c'est une zone relativement industrielle. Mais évidemment, on va peut-être en reparler de toute façon tout à l'heure, mais après il faut aussi penser au renouvellement des forces, préparer le premier, deuxième, troisième échelon, renforcer les défenses sur des ruines et effectivement compter les morts. Et ça, c'est la grande inconnue, on le sait très bien, de part et d'autre. Personne ne communique réellement sur les pertes enregistrées, mais elles sont effroyables. Voilà. Oui, très bien. Alors, de Koshko, excusez-moi, mais est-ce qu'aujourd'hui, Bakhmout est si stratégique pour Moscou? Alors, c'est pas seulement pour Moscou. Cette ville qui a deux noms, hein, comme vous le savez, c'est Artyomovsk en fait, pour la Russie. Mais bon, on peut considérer que Bakhmout est un ancien nom, donc on va garder les deux, et en plus c'est ce qui est connu dans les médias occidentaux. On pourrait dire alors d'une part qu'il y a quand même une importance stratégique de cette ville, en ce sens que c'est la troisième ligne de ce qu'on a appelé les lignes Maginot qu'ont fait les otano-ukrainiens depuis 8 ans, donc, dans cette partie du Donbass, de la région de Donetsk, qui était encore sous contrôle kievien. Ces lignes Maginot, il y en a 4 en tout. C'est la troisième qui passait par Bakhmout, parce que contrairement à la ligne Maginot française, qui était faite dans la nature, les lignes Maginot ukrainiennes étaient faites dans les villes. D'où les destructions à cause des affrontements qui ont eu lieu dans les villes, puisque les troupes de Donetsk, donc de la République de Donetsk et de la Russie, accusent les troupes otano-kieviennes de se servir des populations comme bouclier humain, puisque idéologiquement ils les considèrent comme des individus inférieurs, puisque ce sont des Russes. Toute cette région-là ayant été une partie de ce qu'on appelait la Novorossia, qui a donc été ajoutée à l'Ukraine par les bolcheviks, par Staline notamment. Oui. Donc vous voyez, il y a une raison. D'autre part, il y a là tout un nœud ferroviaire. Il y a une communication de route
qui permettait aux troupes otano-kieviennes de circuler et de bombarder Donetsk. Car n'oubliez pas que depuis 8 ans, la ville de Donetsk est quand même bombardée régulièrement, et depuis le début de l'opération militaire des Russes, elle est bombardée encore plus. Donc c'est aussi cette raison-là qui existe. Mais il y a aussi une autre raison qui est, alors si on en croit cette fois, je dirais le narratif russe, comme on dit, et notamment le narratif de Prigojine et des Wagner. Il semblerait quand même que Prigojine a pas mal bluffé dans cette histoire. Oui, pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire qu'il a joué, si vous voulez, la tactique en fait, la tactique poutinienne du judoka, c'est-à-dire utiliser la force de l'adversaire. Or, l'adversaire, qu'est-ce qu'il racontait sur Bakhmout? Il disait que c'était une ville stratégique très importante, que l'armée russe était complètement délitée, qu'elle n'avait plus de munitions, qu'on allait pouvoir les battre. Ça, c'était un narratif que faisaient les Kievo-Otaniens, notamment pour justifier les financements de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, pour dire que l'Ukraine et le Kievien étaient en train de gagner et que les Russes étaient totalement des incapables. Donc, Prigojine et les Russes, en fait, ont repris ce narratif-là, et Prigojine en a même rajouté un peu, en commençant à injurier notamment certains dirigeants du ministère de la Défense, ce qui a fait que ça a rajouté encore parmi les commentaires. Mais en fait, il semblerait que la finalité de la chose, c'était d'attirer de plus en plus de troupes otano-kieviennes vers Bakhmout, et il pouvait, grâce à ces barrages d'artillerie et aux pièges qu'il tendait, éliminer énormément d'hommes. Donc les pertes otano-kieviennes pour Bakhmout semblent colossales en fait. Ce qui est amusant, enfin amusant, c'est pas amusant, c'est tragique, mais c'est que la propagande occidentale a voulu inverser les choses et a attribué les pertes otano-kieviennes aux Russes. En fait, les Russes ont perdu moins de monde et tout a été fait pour justement passer, comme ils disent, au hachoir à viande les troupes otano-kieviennes. Et il semblerait qu'au début, il y avait notamment des troupes assez aguerries et assez presque d'élite qui ont été lancées dans le combat. Et puis ensuite, par manque de troupes, les otano-kieviens ont ramassé des gens dans les rues, ce qu'on a vu, il y a des vidéos qui montrent comment tous les jeunes gens, même pas toujours jeunes, sont ramassés dans les rues, essentiellement de l'Ukraine centrale et de l'Ukraine orientale, là où il y a justement la population russophone ou russe, et qui est envoyée sur le front, sur la ligne de démarcation, sans presque préparation, et donc les appelant à un massacre. Ce qui rend une tragédie épouvantable du point de vue russe en général, c'est que ce sont des Russes qui massacrent des Russes, en fait. Alors, et les Ukrainiens de l'Ouest, ceux qui sont considérés comme étant de race pure, d'après l'idéologie qui est galicienne, disons, eh bien, eux sont beaucoup épargnés. Il n'y a pas de ramassage arbitraire dans les rues. Il n'y a que des volontaires qui sont envoyés sur le front. Alors, Monsieur Le Potrema, j'allais dire, d'abord avant de passer à Monsieur Le Potrema, j'allais dire, Monsieur de Koshko, est-ce que cela signifie que un piège a été tendu, qu'ils sont tombés dans le piège naïvement, entre guillemets? Enfin, c'est un piège militaire. Oui, oui, bien sûr, je parle militairement, stratégiquement. Oui, il semblerait, en tout cas, c'est ce qui se dit le plus, c'est ce qui s'écrit le plus parmi les sources militaires russes, y compris opposantes. Donc tout cela... Parce que n'oubliez pas qu'il y a une opposition à Poutine, elle n'est pas celle que pensent les Occidentaux qui n'ont pour appeler l'opposition que les gens qui sont partisans de l'OTAN, mais en fait il y a une opposition qui, elle, reproche à Poutine de ne pas être assez dur. Oui, bien sûr. Monsieur Pascal Le Potrema, alors l'objectif à Bakhmout a-t-il été atteint, parce qu'on parle de la libération de Bakhmout et que le groupe Wagner va transférer justement la ville à l'armée russe. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite des événements ? Vous savez, il y a plusieurs lectures possibles. Alors, ce qui vient d'être développé via cette thèse de votre autre invité est très intéressante. Monsieur de Koshko.
Monsieur de Koshko, pardon, excusez-moi, hein, Monsieur de Koshko, j'avais pas encore bien saisi votre nom. Elle est intéressante, mais elle demandera à être validée. Moi, en tant qu'historien, je m'inscris un peu dans la durée. Donc là, on est dans l'événementiel. On vit intensément les éléments, les moments. On a des premiers retours d'informations. Je pense qu'il faut garder ces éléments effectivement sur la table et puis on verra si c'est avéré et c'est fiable. Mais dans l'immédiat, évidemment, quand on dit que les forces de Wagner passent la main à des troupes régulières, assurément, déjà, il va falloir que le groupe Wagner reconstitue ses forces, qui ont quand même été, bien entendu, étriées en partie. Il faut quand même aussi faire attention, parce que là, nous parlons tranquillement et sereinement d'une guerre effroyable, c'est la guerre urbaine. Elle est extraordinairement meurtrière et nous sommes au XXIe siècle. Donc c'est quand même, effectivement, monsieur le disait à l'instant, c'est une véritable tragédie. Donc la force Wagner refera ses forces, va reconstituer ses effectifs vraisemblablement. La Russie va envoyer des troupes régulières pour essayer de tenir ou de réorganiser, je dirais, le dispositif. Mais n'oublions pas que c'est une ville en ruine. Nous sommes là dans une situation des plus pathétiques, l'exemple typique de ce que l'on a à travers le XXIe siècle en matière de guerre urbaine. Bataille de Stalingrad, vous passez par toutes les grandes villes qu'on a pu connaître à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que cette ville, Bakhmut, c'était 70 000 habitants, il me semble, avant le début de cette longue phase conflictuelle, offensive. On parle de 4 à 5 000 personnes qui restent encore dans la ville, dans des conditions de survie effroyables. Donc voilà, on est confronté à ça. Après, évidemment, on est bien d'accord, cette ville est peut-être sous contrôle russe, mais face à la Russie, vous allez avoir un dispositif ukrainien renforcé, on le sait, par des moyens occidentaux, qui va s'organiser avec un premier échelon, deuxième, troisième échelon. Il y aura peut-être un processus d'étau qui va prendre la ville tant au nord qu'au sud. Vous voyez, c'est pas fini, hein. On est là inscrit sur encore des logiques de combat et d'affrontement, à mon sens, au moins, sauf si on arrive à un statu quo par la diplomatie d'urgence, et elle est souhaitable. On est là confronté. D'ailleurs, on va parler de cette diplomatie, effectivement. Oui. Une bataille qui va durer des mois. Oui. Alors, Dimitri de Koshko, Poutine a félicité Wagner et l'armée russe pour, je cite, la prise de Bakhmut. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme on dit, la ville de Bakhmut est complètement libérée et Washington, en ce moment, est en train de rager, il y a une grande réaction et Wagner, bien sûr, est menacé de sanctions par Washington. Comment vont se dérouler, comme je le disais tout à l'heure à monsieur Le Potrema, la suite des événements? Bon, là, je ne suis pas devin, hein. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau du terrain, s'ils maintiennent évidemment Artyomovsk, Bakhmut, sous contrôle, les troupes russes, que ce soit avec les troupes de Ahmad Tchétchènes, les Tchétchènes des détachements Ahmad, ou que ce soit peut-être encore d'ailleurs des éléments de Wagner. Hein. Mais effectivement, Prigojine a annoncé que Wagner allait se retirer et se reposer. Il semblerait, en tout cas, que maintenant, si vous voulez, après Artyomovsk, Bakhmut, c'est la steppe. Et donc, on est en terrain découvert pour aller vers la 4e ligne de défense, c'est-à-dire vers Kramatorsk notamment. Et là, on pourra dire que toute la région de Donetsk sera libérée. Or, n'oubliez pas que les habitants de Donetsk, en tout cas ceux qui étaient du côté russe et du côté de la République de Donetsk, ont voté par référendum leur rattachement à la Russie. Donc, ça sera les frontières définitives, en quelque sorte, de la région de Donetsk, qui n'était pas encore entièrement libérée. Donc, hein. Et l'avance vers la steppe pourrait se faire en théorie, mais elle pourrait se faire si toutefois les Russes décident, comme les Occidentaux ont souvent annoncé, que les Russes allaient se lancer dans une offensive de printemps, etc. De même que les Ukrainiens, eux, annonçaient qu'ils allaient se lancer dans une offensive de printemps. Simplement, c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui parlaient d'une offensive de printemps parce qu'ils en avaient besoin pour débloquer les financements aux États-Unis et en Union européenne. En revanche, les Russes n'ont jamais annoncé qu'ils allaient avoir une offensive.
Et il semblerait, d'après tout ce qu'on voit, et notamment les consolidations des lignes de défense que les Russes ont faites dans les zones qu'ils ont maintenant sous contrôle, qu'en fait, ils choisissent une tactique de défense. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, juste avant la bataille de Koursk, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bizarrement, d'ailleurs, à l'époque, Staline l'avait accepté, cette tactique, c'est-à-dire attirer les troupes adverses vers une offensive qui sont beaucoup plus coûteuses, et en matériel et en vie humaine, et ensuite passer à la contre-attaque une fois que l'adversaire est affaibli. Là, il semblerait qu'ils sont dans cette position-là. Donc, a priori, ce qu'ils vont faire à Bakhmout, c'est renforcer là aussi des défenses, mais il va bien falloir qu'à un moment quelconque, ils passent à une offensive, parce que, à mon avis, du point de vue des Russes, aucune, même armistice ou cessez-le-feu, n'est durable tant que les Russes ne sont pas arrivés à Odessa. Oui. Donc le but de l'offensive devrait être Odessa de toutes les façons. Alors comment ils y arriveront, dans quel délai, on ne sait pas trop, mais a priori, même les tentatives, alors ça va vous faire la transition avec le sujet de la diplomatie, aujourd'hui il y a des propositions de médiation, mais elles ont peu de chances d'aboutir, aussi bien d'un côté que de l'autre. Oui, alors on va parler de ces propositions de médiation, celle qui en tous les cas a le plus de chances pour l'instant d'émerger, c'est la chinoise bien sûr, et le ministre chinois des Affaires étrangères avait déclaré récemment que son pays continuera à jouer un rôle pacifique et constructif jusqu'à ce que une solution pacifique et politique soit trouvée. Alors, Monsieur Pascal Le Potrema, est-ce que vous pensez réellement que devant ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, la bataille de Bakhmout, aujourd'hui, il y a de la place pour la diplomatie ? Je le souhaite de tout cœur, et combien sommes-nous d'ailleurs de tous bords ? Monsieur Doroshenko disait bien tout à l'heure qu'on a, disait-il, Dixit, une guerre de Russes contre des Russes, ce sont des Slaves, c'est un même peuple. Oui. Donc c'est quand même une tragédie. Donc, et puis effectivement, vous savez, en sciences politiques, souvent on revient sur les notions de que veulent les peuples, et est-ce que l'aspiration des peuples ne va pas parfois en dissonance ou en contradiction avec ce que veulent certaines élites au pouvoir. Quelque part, une fois de plus, dans l'histoire, on est confronté à ce cas de figure. C'est-à-dire, tenons compte des aspirations des populations de l'extrême est ukrainien, effectivement, qui pour une large partie souhaitent vivre en fonction de l'administration russe, sauf qu'évidemment, ce sont des postures qui sont irrecevables depuis Kiev, depuis Bruxelles, depuis Washington. Mais oui, immanquablement, il va bien falloir négocier, sinon je crois que ce n'est pas une erreur que de dire sinon on en a pour 20, 25 ans, voire 30 ans. Vous savez, rappelez-vous les grandes pages tourmentées et tumultueuses de l'histoire européenne. C'est une région qui, même d'ailleurs depuis le Moyen-Âge, a subi des transformations, des amputations qui parfois ont duré plusieurs décennies. Donc voilà, on est en train de vivre ça. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on rentre dans un nouveau siècle et on tient compte de nouvelles dynamiques politiques, ou alors on renoue avec ce qu'on sait que trop bien faire sur cette planète, c'est s'autodétruire, et effectivement, les seuls qui sont dans le satisfecit, ce sont les marchands de canons. Mais ce sont bien les seuls qui en tirent profit. Sinon, d'une guerre, rien de positif ne transparaît et ne ressort. Alors, je vous relance, Monsieur Le Potrema. Parlons justement des marchands de canons. Alors, on va parler des dettes américaines. Vous savez très bien que dernièrement, il y a quelques instants, il y a quelques heures, le président américain, donc Joe Biden, avait parlé par rapport à ces dettes avec des républicains pour dire qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Mais au fait, ce qu'on lui reprochait, c'était que cet argent, justement, partait dans cette aide militaire excessive pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ce sont des éléments de langage en vue de la prochaine campagne électorale pour la présidence. Tout le monde sait très bien que le défaut de paiement américain se répète d'année en année parce que c'est un pays qui vit avec des dettes.
Voilà, on est hors sol. Déjà, vous savez, à l'échelle mondiale, c'est souvent ce que je rappelle à mes étudiants, hein, on est sur une dette mondiale de 300 000 milliards de dollars. Donc, faut imaginer aussi que nous sommes dans un monde complètement décalé par rapport aux réalités. Donc, non, en dehors de ça, je vous dis, bien sûr, il y a des processus de commande d'armes qui sont faites au profit du complexe militaro-industriel américain. Mais ne nous y trompons pas, il y aura retour sur investissement de la part des Américains qui demanderont des compensations économiques, foncières à l'Ukraine. Et on sait déjà qu'il y a des fonds d'investissement américains qui sont déjà dans des politiques de rachat d'entreprises, de captation de secteurs industriels ukrainiens, parce que tout ça rentrera à un moment ou à un autre en compensation, en somme, en quelque sorte, pour l'effort américain consenti au profit du régime ukrainien. Voyez-vous ? Oui. Monsieur Dimitri de Koshko, alors vous disiez tout à l'heure que effectivement Bakhmout n'était en quelque sorte, en substance, que le premier pas pour aller vers Odessa, mais bon, de quelle manière et tout, on le verra dans les jours à venir. Mais puisque cette thèse, elle est là et qu'elle existe aujourd'hui, selon vous, est-ce que Bakhmout ne sera que la dernière étape ou est-ce que la Russie compte aller encore de l'avant dans la conquête de certaines villes ukrainiennes? Non, non, mais c'est pas une dernière étape en tout cas, puisque c'est pour ça que je disais, est-ce que l'objectif est atteint? Dans l'immédiat, ce qui s'est libéré, c'est que là, on va rentrer dans une zone de steppe, donc qui évidemment met à découvert les troupes qui opèrent, aussi bien pour les satellites, aussi bien russes qu'américains d'ailleurs, puisque ce sont les satellites américains en fait qui guident les troupes otano-kieviennes. D'autre part, il n'est pas donc dans l'immédiat les combats ils vont se situer à cet endroit-là, c'est-à-dire sans doute jusqu'à la 4e ligne Maginot des Kievo-Otaniens et jusqu'à la libération sans doute de toute la région de Donetsk officielle, si vous voulez. Ensuite, ce qui va se passer, ça on va voir, ça sera un peu en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une tactique d'attirer l'adversaire vers une attaque vers des lignes de défense russes qui permettront ensuite de passer à une contre-offensive et d'aller plus loin. Et je disais donc a priori jusqu'à Odessa pour qu'il puisse y avoir des négociations crédibles diplomatiques, parce que le problème, c'est que les deux côtés ne se font pas confiance du tout. Alors, la négociation, en plus, elle ne peut pas se faire avec Kiev, ça sert à rien. C'est pas Kiev qui commande. La négociation doit être faite directement avec les États-Unis. Oui. Malheureusement, nous, Européens, on s'est mis hors course dans la mesure où on a pris parti et on est quasiment parti au conflit, puisqu'on arme, on entraîne les otano-kieviens. Donc, effectivement, les Chinois ou les Brésiliens d'ailleurs, ou les Africains du Sud, sont dans une position de médiateur diplomatique, en théorie, meilleure. Maintenant, les Chinois, leur proposition, c'est de reconnaître les acquisitions de la Russie, notamment dans l'est de l'Ukraine, ce que Kiev refuse totalement, bien sûr, mais ils n'accepteront que si les États-Unis leur disent d'accepter. Oui. Il n'empêche qu'il restera des années et des années de nouveaux préparatifs militaires, comme ça a été le cas, et c'est ce qui a rompu encore plus la confiance des Russes dans les Occidentaux, c'est que les accords de Minsk, qui devaient permettre à l'Ukraine, en fait, de survivre en tant qu'Ukraine, en tant qu'État ukrainien, en reconnaissant simplement une certaine fédéralisation, une certaine autonomie, et non pas séparatisme, oui, et non pas indépendance des deux républiques de Donetsk et de Lugansk, ce qui était accepté, oui, par Poutine, mais ce qui ne l'était pas par ces deux républiques, qui, elles, voulaient aller vers la Russie, alors que la Russie leur disait « Non, non, vous restez en Ukraine, mais vous restez simplement comme des républiques ayant leurs droits, et notamment le droit à parler leur langue, pratiquer leur langue, sans que le russe soit interdit, comme l'a décidé le gouvernement juste après le coup d'État de février 2014. Et bien sûr, la suite, on la connaît par la... Voilà le problème. Ça, c'est le premier. Le deuxième point sur lequel brièvement, M. de Koshko, absolument pas confiance, c'est évidemment la question de l'OTAN,
que Baker avait promis à Gorbatchev, Merci. qui a eu la naïveté d'y croire, qu'il ne progresserait pas d'un pouce après la réunification allemande. Merci beaucoup, Monsieur de Cocheco. En tous les cas, le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. Merci à mes invités. Je rappelle qu'était avec nous Pascal Potrema, directeur ou plutôt docteur en histoire, spécialiste des crises et des conflits contemporains. Il était avec nous donc par Skype depuis Paris. Était avec nous également Monsieur Dimitri de Cocheco, journaliste franco-russe, par Skype depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.